poursuivre avec la prochaine séquence. Et donc, je vous propose sans plus attendre d'accueillir qui arrive sur scène Valérie Thébault, travailleuse sociale chez Solidarité Femmes Loire-Atlantique, et Catherine Vigneault, qui en est la directrice. Et on retrouve Anne Martinet, qui va s'installer avec nous. Peut-être, Anne Martinet, pourquoi c'était important d'inviter SFLA aujourd'hui ? Pourquoi c'était essentiel ? Alors, c'est essentiel parce que c'est des actrices majeures sur le terrain auprès des femmes victimes de violences conjugales, et ce depuis des années. Solidarité Femmes, c'est aussi le 3919, c'est elle qui décroche pour le 3919. Et donc, tous les jours, elles entendent les paroles des femmes victimes, soit sur le 3919, soit à l'association. Et elles recueillent leurs difficultés, elles mettent en œuvre des actions pour restaurer leur confiance et contribuer à la sortie progressive des violences. Alors nous avons besoin de leur travail, de leur expertise, de leur engagement, et je les remercie pour leur présence aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était important de le dire. Donc SFLA, ça s'intègre dans une fédération, on l'a dit tout à l'heure, qui a été créée en 1987. Les associations, en l'occurrence, que vous représentez ici, ont été créées même avant cela. Dans la région, vous êtes aujourd'hui 17 travailleuses sociales et 3 personnes en direction, et vos activités se divisent de la manière suivante. Il y a à la fois de l'accueil de jour, de l'écoute téléphonique, de l'hébergement en urgence ou non, et puis aussi des mises en sécurité. Vous faites aussi des accompagnements individuels, collectifs, du soutien à la parentalité et aux enfants, de la formation, de l'intervention au bénéfice des femmes ayant un téléphone grave danger, le fameux TGD. Vous avez accueilli 1000 femmes l'année dernière. Est-ce que rapidement vous pouvez nous dire cette année où vous en êtes en Loire-Atlantique, et puis peut-être après on passera assez vite sur comment est-ce que vous abordez la prise en charge de l'emprise. Merci. Bonjour à toutes, à tous également. Alors, les données nationales ont déjà été commentées. Alors, comment ça marche ? Je vais y arriver. Là c'est bien, vous étiez sur les chiffres. Et on a énormément de retard, et on peut dire toutes. Si ça vous va, on va dire tout le temps, on va féminiser, parce que comme d'habitude, voilà, on ne le fait jamais. Bah, ici, ce sera un événement. J'ai pas la même chose projetée que ce que je... Mais c'est pas très grave. Je voulais juste revenir sur les 96 féminicides qui doivent être actualisés en 99. Et puis, comme je suis aussi partisane de dire les choses telles qu'elles existent, eh bien, ce ne sont pas des féminicides dont on devrait parler, ce sont des exécutions de femmes commises par des agresseurs qui sont des partenaires intimes. Exécution de femmes commises par des partenaires intimes agresseurs. On est d'accord ? On arrête de féminiser ce qui existe aujourd'hui et ce qu'on constate. Alors, à SFLA, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est ? On est une association militante, une association qui revendique la place de la femme dans la société, au moins à part égale avec l'homme. Une association qui fait de l'accompagnement des femmes, de l'accompagnement des enfants, co-victimes, de l'hébergement en urgence ou non, de l'écoute téléphonique, de l'accueil de jour, des actions collectives. Et depuis septembre, nous faisons aussi du soutien psychologique. C'est-à-dire que nous avons une assistante, une travailleuse sociale qui est doublement diplômée, qui est également psychologue, donc qui fait un travail de soutien psychologique, d'appui psychologique. On n'est pas dans du soin, on est dans de l'appui. Nous sommes organisme de formation et puis, bien, vous l'avez dit, nous adhérons à la Fédération nationale FNSF. Alors plus particulièrement sur l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Alors qui sont-elles ? Ce sont des femmes que nous hébergeons dans nos dispositifs ou qui sont hébergées dans les protocoles que vous connaissez pour certains. Nous faisons de l'accompagnement aussi en direction des bénéficiaires de TGD, vous l'avez dit, de l'écoute téléphonique, j'insiste, ce n'est pas un standard que nous avons, c'est une écoute. C'est-à-dire que les femmes peuvent nous appeler et nous avons parfois des écoutes qui durent 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. On prend le temps d'écouter les femmes au 02 40 12 12 40. J'en profite également pour dire que les femmes de la Loire-Atlantique qui appellent le 39 19 sont renvoyées vers nous. Donc dans vos communications, il y en a eu beaucoup là récemment, dans vos communications sur le 39 19, ne vous trompez pas, localement c'est le 02 40 12 12 40. Il y a un binôme d'écoutantes par jour, tous les jours, sauf le mardi, qui écoutent en Loire-Atlantique. C'est l'occasion pour moi, de rappeler que dans votre petit guide qui a été distribué aujourd'hui, et il y en a dans le hall aussi, il y a les dernières pages, ce sont tous les conseils, vous parliez d'orienter tout à l'heure, Mélanie, c'est tous les numéros utiles dans le département. Donc c'est 20 pages 24, 25, je crois, ou voilà, c'est important. Il y a aussi une carte contact.
Alors, et nous avons également un binôme qui fait ce qu'on appelle de l'accueil de jour, c'est-à-dire que les femmes peuvent se présenter avec ou sans rendez-vous, et nous ferons soit un entretien individuel, soit une prise de rendez-vous, si toutefois, à un autre moment, c'est mieux. L'accompagnement que nous faisons en direction des femmes hébergées, les deux ordres. C'est un accompagnement social global. Pourquoi est-ce que nous le faisons, cet accompagnement social global ? Eh bien, parce que nous sommes adossés à la politique publique de l'État qui concerne le logement d'abord, et que dans le cadre de cette politique publique du logement d'abord, l'hébergement va avec l'accompagnement global. Et nous faisons un accompagnement spécifique en lien avec les violences. Je vais attraper un torticolis, moi. Et donc, cet accompagnement social en lien avec les violences, il va vous être détaillé, en particulier dans le repérage de l'emprise tout à l'heure par Valérie. Et je termine juste par des chiffres pour vous dire que oui, nous avons un niveau d'activité qui est plutôt... Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des points qui apparaissent là. Je suppose que c'est un problème de version. Mais nous avons donc une activité qui reste dense, qui reste importante. Alors, on le dit, soit la parole se libère, soit moi je pense qu'on écoute aussi plus peut-être les femmes quand même. Donc on a aujourd'hui un niveau d'activité en termes d'accompagnement qui est pratiquement équivalent à ce qu'on a réalisé l'année dernière. Donc on est quand même sur un trend assez élevé. Donc on a un nombre de passages sur l'accueil de jour qui est très important. Si vous ramenez ça à chaque jour, c'est beaucoup puisque nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mardi. Et puis on a aujourd'hui une activité qui progresse, c'est celle des entretiens avec les enfants, en lien avec la constitution d'un pôle enfance et parentalité et la mise en place du soutien psychologique. Alors, je vais juste rappeler que nous disposons de 54 places d'hébergement, 52 places d'hébergement aujourd'hui, et que nous allons en ouvrir 14 autres l'année prochaine, en particulier pour travailler sur l'accompagnement hors secret d'adresse, et qu'en France, il n'existe que 10 000 places d'hébergement réservées pour les femmes victimes de violences, alors qu'on a vu tout à l'heure, et on le redira, il y a au moins 3 millions de femmes, voire 5 millions sur les 1 sur 4 qui souffrent de violences psychologiques au sein de leur couple. Merci pour tous ces rappels. Alors concrètement, sur la question de l'emprise, peut-être Valérie, comment est-ce que vous prenez en charge, comment est-ce que vous accompagnez ces femmes qui viennent à votre rencontre ? Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important de savoir, c'est que la porte d'entrée à l'association se fait par l'écoute téléphonique, puisque plus de 80% des femmes qui ont contact avec l'association, ça se passe par cette écoute. Donc, ce que vous disiez, Catherine, tout à l'heure, on est vraiment sur un entretien téléphonique. Et pour certaines, c'est la première fois qu'elles vont aborder cette question d'emprise. Donc, j'ai fait l'exercice un petit peu de décortiquer les entretiens, comment ça se passe pour évoquer l'emprise. Donc, dans un premier temps, on va les questionner sur qui vous orientez vers nos services, parce que quand on sait qui est orienté, ça peut aussi déjà donner une première compréhension. Si c'est un EDS qui a appelé ou qui a donné nos coordonnées, ou alors du personnel de santé, on sait qu'il y a déjà une première accroche par rapport à... Les femmes ont déjà commencé à conscientiser peut-être c'est quoi l'emprise. C'est la majorité des orientations, les deux? Non, oui, beaucoup les EDS, on ne va pas se cacher, c'est un partenaire incontournable et très important pour nous. Pour certaines, ça va être l'entourage, et sans savoir pourquoi elles nous appellent. Parfois, elles nous appellent, on m'a dit de vous appeler, mais je ne sais pas du tout pourquoi je dois vous appeler. Donc vraiment, l'objectif de cette premier entretien, c'est vraiment de comprendre dans quoi elles sont, c'est quoi ce système d'emprise. Donc on va être sur des questions très ouvertes pour permettre de libérer la parole, pour les aider à prendre conscience de ce qu'elles vivent. Donc on va vraiment, dans un premier temps, questionner, très concrètement, au quotidien, comment ça se passe. On a pu le voir ce matin, la place des enfants, parce qu'on sait que l'éducation, c'est vraiment un sujet de tension important. Donc on pose la question, dans un premier temps, on n'est pas sur des questions très frontales, c'est-à-dire on ne va pas directement parler des violences conjugales, mais de manière un peu plus élargie. Donc voilà, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que qui s'occupe des enfants? Est-ce que les tâches ménagères sont réparties équitablement? Voilà, on est autour de ces questions-là. Et puis, rapidement, dans l'entretien, on va poser la question de la rencontre.
comment elle s'est passée cette rencontre entre vous? Est-ce que c'était une période de votre vie où vous étiez en fragilité? Parce que voilà, ça peut arriver en disant bah, je vivais quelque chose d'extrêmement compliqué dans ma vie personnelle et il est arrivé comme le prince charmant. Donc on en parle beaucoup depuis ce début de matinée du prince charmant, mais c'est vraiment quelque chose qu'on entend systématiquement. On ne repère pas les violences conjugales dès la mise en couple, pour autant elles sont bien présentes. Donc voilà, cette histoire du prince charmant où vraiment il va correspondre aux attentes de la victime. C'est vraiment quelqu'un, il sait tout, il me comprend, il me valorise. Pour des femmes qui ont été mises à mal pendant l'enfance, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis, après cette rencontre, on va essayer de questionner, mais comment ça s'est installé, votre histoire de couple? Et souvent, elles nous disent, je ne sais pas. En fin de compte, il est arrivé un matin avec ses valises, il est rentré dans l'appartement et j'ai rien décidé. Il s'est imposé chez moi. Pareil, voilà, il voulait qu'on ait des enfants très très rapidement. La question, elle ne s'est pas posée. Les enfants, ils sont arrivés. Ou alors, voilà, le mariage, je ne sais pas comment ça s'est passé. Voilà. Donc c'est quelque chose, une forme d'imposition qui se met en place dans le couple. Qui reboucle très clairement avec ce que vient de nous exposer aussi Linda Tromeleux, bien sûr. Ouais. Et puis, après, on va essayer un peu de décortiquer l'évolution du couple. Est-ce que vous êtes toujours libre est-ce que vous avez la même vie qu'avant votre rencontre? Et là, on va essayer de repérer l'isolement, ce qu'on a pu voir depuis ce matin. Non, en fin de compte, je m'aperçois que je ne peux plus voir ma famille. Ou alors, quand je vais voir ma famille, ça génère systématiquement des disputes ensuite. Ou alors, il va traiter ma famille de cassos. Enfin, voilà. Donc là, voilà, c'est vraiment, on voit un petit peu comment l'emprise se met en place à travers l'isolement, le contrôle. Ouais, je m'aperçois qu'avant j'étais très féminine et puis aujourd'hui je m'habille plus comme je veux, c'est lui qui décide. J'ai plus le droit de porter de robe, j'ai plus le droit de me maquiller. Vraiment ces terreaux qui permettent voilà, de mettre en avant ce système d'emprise. Et puis les interdictions, voilà, c'est des choses qu'on évoque. On évoque bien évidemment aussi la jalousie, la possessivité, puisque c'est vraiment des éléments inhérents à la problématique des violences conjugales. Et puis, on va petit à petit avancer dans notre entretien et on va mettre des mots sur les stratégies de l'auteur. Et notamment, on va parler avec elle de la spirale de la violence. Et vraiment, quand elle commence à identifier la spirale de la violence avec cette phase de tension, puis de passage à l'acte, de transfert de responsabilité, lune de miel, ça permet de voir un petit peu où elles en sont dans leur histoire. À tel point que certaines nous disent mais vous êtes dans mon esprit, c'est pas possible, vous pensez c'est exactement comme ça que ça se passe dans ma vie. Donc c'est vraiment voilà, à travers cette théorie de la violence conjugale, de cette spirale de la violence, ça permet de cheminer. Et puis ensuite l'objectif pendant l'entretien, ça va vraiment aussi d'être de renverser les arguments de l'auteur. Quand l'auteur dit sans arrêt « t'es nul, tu sais rien faire », et nous on va avoir un discours complètement inverse, on dit « mais vous vous rendez compte, vous nous appelez, c'est pas rien de nous appeler, vous êtes extrêmement courageuse ». Et on va vraiment être dans cette valorisation importante. On va aussi... qu'est-ce que je voulais dire? Bien évidemment, chercher à les déculpabiliser. On va beaucoup, parce que c'est ce que pouvait dire l'intervenant tout à l'heure. Il va chercher des causes extérieures à ces actes. Oui, je suis rentrée à la maison, j'étais fatiguée, j'avais passé une mauvaise journée au travail, et puis le repas n'était pas fait. Et nous, on va reprendre avec elle, on dit, mais en quoi vous êtes responsable qu'il a passé une mauvaise journée au travail? Vraiment essayer, au fur et à mesure de l'entretien, à renverser la stratégie de l'auteur. Et puis, voilà, on va essayer de mettre en exergue qu'on est vraiment dans une relation asymétrique, on est bien dans une relation de dépendance et qu'on est vraiment avec un agresseur et une victime. Merci pour tout ça. Et puis en plus, là, ça fait lien avec ce que vous disiez aussi, Mélanie Voyer, c'est-à-dire que c'est difficile, en réalité, c'est très difficile. Il y a une relation de confiance qui est très importante à tisser avec les victimes, mais qui est aussi très complexe à tisser. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité déjà, le fait de partir du domicile, c'est très complexe. Et parfois, quand les victimes partent, elles reviennent. Comment est-ce que vous abordez aussi cette question-là? On en parlait un petit peu avant l'événement. Vous avez aussi évidemment des stratégies pour l'aborder. Oui, je voulais juste quand même faire le point sur nos accompagnements, parce qu'on a quand même 2 types d'accompagnements et en fin de compte, c'est les 2 béquilles de l'association. On ne peut pas avancer sans ces 2 accompagnements, à savoir l'accompagnement individuel
et l'accompagnement collectif. L'accompagnement individuel, l'idée, c'est vraiment de permettre à la victime de reprendre un statut de sujet. Elles ont été objectivées pendant des semaines, des mois, des années avec un agresseur. Et là, voilà, l'objectif de notre accompagnement, ça va être de leur dire, vous êtes capable, vous allez de nouveau redevenir actrice de votre histoire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire à leur place, mais on va cheminer à leur rythme en les accompagnant. C'est important de dire ça parce que souvent, dans un travail social, on pourrait reproduire cette relation de dépendance. C'est des femmes qui ont eu un espace mental pendant de nombreuses années absorbé par leur conjoint violent. Et nous, souvent, au début d'accompagnement, elles peuvent nous dire vous feriez quoi à ma place? Comment je dois penser? Et on leur dit, mais non, on ne veut pas recréer cette relation de dépendance, on va vous accompagner, par contre, on ne fera pas à votre place. Et juste, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je tiens à souligner que l'accompagnement collectif, c'est vraiment fondamental à l'association. Et rappeler en quelques mots tous les lieux collectifs dont on dispose. Donc on a le groupe d'échange tous les jeudis matins, où là, c'est des femmes qui sont à des moments différents de leurs histoires. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ont pu quitter le domicile, qui sont encore au domicile, qui sont en réflexion ou qui reviennent des années après pour venir en soutien. Et c'est vraiment toutes ces rencontres-là qui va permettre de sortir de ce système d'emprise, qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas isolées, qu'elles ne sont pas seules et que malheureusement, bien d'autres femmes vivent une situation similaire à la leur. Également, nos actions collectives qui ont lieu tous les jeudis après-midi, où là, vraiment, on va être sur l'idée de reprendre un statut de sujet et se faire plaisir. Parce que souvent, quand on était dans un contexte d'emprise, on sait plus se faire plaisir, on sait plus ce qu'on aime, et c'est vraiment revaloriser pour devenir à nouveau actrice de son projet de vie. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Ouais, allez-y, je vous en prie. Non, j'allais revenir sur votre autre question, mais oui. Par rapport à la récidive, ce que vous me disiez, la rechute. Donc, juste pour vous rappeler qu'effectivement, le jeu d'aller-retour est inhérent à la problématique des violences conjugales, puisqu'on dit en moyenne 7 départs avant un départ définitif. Et nous, à l'association, notamment pour les femmes qui sont hébergées, il nous arrive d'accompagner un retour au domicile, c'est-à-dire que voilà, il y a certes nous avec notre discours et comment on les accompagne, mais en face, elles ne coupent pas le lien forcément avec l'agresseur et elles peuvent être très en contact. Et souvent, au moment de la séparation, l'agresseur il va être de nouveau dans cette phase lune de miel où il va faire des promesses qu'il n'avait jamais fait auparavant. J'avais promis, tu m'avais dit que j'ai des problèmes d'alcool. Je crois que tu as raison. Ton départ m'a fait comprendre que j'ai des problèmes d'alcool et je vais voir un addictologue. Enfin, vraiment, il met en place voilà, il redevient de nouveau le sauveur. Et certaines femmes, elles ont besoin de retester. Et du coup, elles retournent au domicile. Et nous, on leur propose, pour les femmes qui sont hébergées en insertion, de conserver leur place pendant 15 jours. Si le délai est de plus de 15 jours, on ne peut pas conserver la place, mais elles peuvent bien évidemment revenir dans notre dispositif d'urgence. Et avant de partir, on va aussi bien évidemment parler des mécanismes de protection, quelles sont les personnes ressources, bien évidemment leur dire vous pouvez revenir à tout moment, on ne vous jugera pas, on sera là, voilà, pour leur permettre justement de revenir, mais certaines ont besoin de tester, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer à l'association. Juste un mot par rapport à la répétition. C'était votre question. Est-ce qu'on peut de nouveau, quand on était victime de violences conjugales... Non, c'était plutôt ce que vous venez d'expliquer. Okay. Voilà, dans cette idée aussi d'arrêter de se dire mais pourquoi elle ne part pas. Voilà, je pense que c'est aussi un message très important à diffuser ce matin. On l'a bien compris avec les différents éclairages que vous nous donnez, mais c'était simplement pour le redire. Donc voilà, il me semble que vous avez été hyper clair et merci beaucoup pour ça. Peut-être sur la notion de contrôle coercitif, qui est aussi un des fils rouges de la journée. Est-ce que pour vous, c'est une notion qui est utile et de quelle manière ?
Et je suis désolée si je suis un Oui, peu non, pressante, ça mais va un bon, petit voilà. peu vite parce qu'on n'a pas le temps de dérouler complètement les choses. Il y aura des échanges juste après, Oui. donc n'hésitez pas. Oui, on avait quand même besoin de dire aussi que une petite chose autour de l'accompagnement et puis des systèmes de protection, en particulier sur le secret d'adresse qui permet mentalement d'offrir un espace de protection et une bulle de protection aux femmes. Donc c'est ça aussi le secret d'adresse, c'est pas seulement le fait que ça protège de la mise en contact physique, ça permet aussi aux femmes mentalement d'être dans une bulle de protection. Donc toujours dans le système de protection, on avait aussi envie d'évoquer le téléphone grave danger, qui est quand même une disposition intéressante pour permettre aux femmes de signaler des infractions, en particulier lorsque les hommes sont sous contrôle judiciaire. Donc ça me paraît intéressant à redire. Et puis de redonner des chiffres aussi au plan national sur le téléphone grave danger. Bon, 4000 TGD actifs aujourd'hui, 1000 barres, 4000 TGD. Sur le parquet de Nantes, on en a 50, et sur le parquet de Saint-Nazaire, 25. OP, ordonnance de protection, et barre, bracelet anti-rapprochement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Peut-être une petite chose qu'on a à dire sur l'emprise aussi autour des mots, qui concerne le fait qu'on aide les femmes à conscientiser, à repérer les signaux d'alerte et faire en sorte qu'elles soient actrices de son parcours. Alors là, vous m'interrogez sur maintenant l'emprise, hop, voilà, et le contrôle coercitif. Donc dans les deux situations, on a bien quelque chose qui a à voir avec l'assujettissement d'un sujet pour qu'il devienne un objet. Alors nous, on fait une distinction entre emprise et contrôle coercitif, mais Pierre-Guillaume Prigent en parlera très très bien cet après-midi. Donc l'emprise, c'est plutôt ce qui se passe chez la femme, et le contrôle coercitif, c'est plutôt ce qui va être mis en place en termes de stratégie par l'agresseur. Voilà, c'est comme ça qu'on situe un peu les choses. Alors on a deux objets là qui arrivent. C'est-à-dire, là, on a le cycle des violences qui est plutôt celui qui va permettre aux femmes de repérer le continuum de violence et de repérer comment ça s'organise, à partir du questionnement dont vient de vous parler Valérie. Et puis ce qui est en noir, c'est la route du lutte dont vous avez aussi parlé. Et que vous pouvez retrouver dans à nouveau les petits guides distribués par le département aujourd'hui. La route du lutte qui est plutôt utilisée lorsqu'on évoque le contrôle coercitif. Je ne sais pas si tu le feras, Pierre-Guillaume, mais on verra cet On verra ça cet après-midi. Voilà. Puis en plus, cet après-midi, on ne sera pas en retard, donc ce serait super. Ça, vous n'en savez rien pour l'instant. Excusez-moi. Vous avez raison. Merci pour votre pragmatisme. Je redonne au sujet, parce qu'on est un peu sur le sujet des agresseurs là. Je redonne juste des chiffres. Il y a 100 000 mis en cause, je veux dire au masculin, parce que c'est quand même essentiellement des hommes. 100 000 mis en cause en 2022, uniquement 37 000 condamnations. 94% des condamnés sont des hommes. Ça concerne 5% dans les condamnations de délits et des crimes sexuels. Quand on sait qu'il y a quand même 67% de femmes qui ne déclarent pas être en situation difficile dans leur... qui n'ont pas déclaré les violences qu'elles ont subies dans le couple, on est vraiment affolé par tous ces chiffres, vraiment. Il faut vraiment prendre conscience que les chiffres euphémisent énormément la situation en France, et on a besoin de le dire, et on a besoin de dire que ça n'est pas tolérable. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Du coup, je n'en sais plus. Alors, on en était effectivement aux violences économiques. Oui. Non, mais c'est du coup. Voilà, nous, on suit notre Donc, on a déroulé, vu, donc on est sur les violences économiques. Donc, alors, on violences... a vu juste voilà. je pose ma question, même si bon, on n'a plus le temps, mais non, je plaisante. En plus, c'est pas vrai. On va prendre le temps parce que c'est important et que c'est aussi dans des temps comme ça qu'il se passe énormément d'informations, d'échanges, etc. Donc, c'est très important. On a vu tout à l'heure le film Aïmone qui a été réalisé par la Fédération Solidarité Femmes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de violence économique? Et pourquoi est-ce que vous en avez fait un film? Pourquoi c'est si important de sensibiliser sur cette question-là? Parce que c'est un des éléments du contrôle, et c'est quelque chose qui est encore une fois euphémisé. Le fait de ne pas permettre à une femme de disposer de quoi vivre, de disposer de quoi vivre de donner à manger à elle et à ses enfants, ou être dans l'hyper-contrôle par rapport à ses dépenses, ça a été longtemps admis en fait. On a cette histoire autour de la gestion en bon père de famille qui a vécu très très longtemps et qui s'est traduit par un contrôle sur
l'autonomie financière des femmes pendant très longtemps. Moi, j'ai une mère qui n'a pas connu dans sa jeunesse le fait de pouvoir disposer d'un compte bancaire, d'être autorisée, et qui s'appelait sur C'est 1965, hein, voilà, pour rappel, qui s'appelait sur ses chèques Madame du nom de son époux. Donc c'est pas vieux. Hein. Et donc dans le prolongement, on a tout ça qui est arrivé en termes de contrôle coercitif. On a des témoignages de femmes là-dessus. C'est-à-dire que il y a des femmes, mais le contrôle économique, ça va très très loin. Il y a des femmes qui disent « j'ai tant d'argent pour nourrir ma famille et si à table il y a quelqu'un qui ne termine pas son assiette, je suis obligée de terminer mon assiette parce que monsieur a dépensé l'argent pour nourrir la famille, donc elle mange les restes ». Enfin, ça va très loin, c'est extrêmement puissant. Comme outil. Toi, tu en as aussi, Valérie, en témoignage. Oui, et puis je voulais rajouter que souvent les violences économiques, elles perdurent aussi bien après la séparation. C'est moyen aussi de garder un lien avec la conjointe par des exemples très concrets, hein, c'est-à-dire que c'est madame qui continue à assurer le loyer du couple, monsieur est au domicile, reste dans le logement mais ne paye pas le loyer, donc madame reste à assumer le loyer du couple, ce qui fait qu'elle ne peut pas se reloger parce que assumer 2 loyers, c'est juste pas possible. Pareil, lorsqu'on est dans un couple qui a un bien en commun, on a des exemples très concrets, hein, où le conjoint va tout faire pour s'aborder la vente, pour ne pas permettre à madame également de se reloger, où on va volontairement détériorer le bien, ce qui fait qu'on va baisser le prix du bien, ou alors on sera pas présent lorsqu'il y a les visites. Voilà, donc c'est juste pour dire que ces violences économiques, elles sont souvent, on n'en parle pas beaucoup, et elles sont très importantes et elles maintiennent un lien même après la séparation. Oui, absolument, et puis c'était important de le redire parce que ça pose aussi d'autres enjeux. Voilà, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer, mais sur la capacité à percevoir de ces femmes, à percevoir potentiellement des aides, du soutien économique gouvernemental ou enfin de l'État ou de la CAF, ou etc., quand il n'y a pas de compte perso, ou qu'il y a du contrôle sur les comptes. Évidemment que tout ça, ça joue. Peut-être pour terminer, est-ce que vous avez, alors je vais poser une question vraiment de journaliste là, mais est-ce que vous avez en tête une situation qui vous est particulièrement marquée, qui soit récente ou pas, et qui pourrait nous permettre d'illustrer aussi comment cet accompagnement sur la notion d'emprise change la vie de ces femmes et leur permettre de redonner une capacité d'agir? Alors, je vais vous répondre comme ça, toutes, oui. En fait. Toutes. Je n'irai pas plus que merci. ça. Et bien parfait. Et bien génial. Je crois qu'on peut vous applaudir vraiment, Catherine Vigneault et Valérie. Je vais passer dans la salle pour vous donner les micros. On va se donner 10 minutes de questions-réponses, si ça vous va. Qui veut poser la première question ? C'est la plus difficile, mais souvent elle est vraiment très pertinente. Donc allez-y. Non, vous avez déjà tous faim, tous et toutes. Toutes, on a dit qu'on féminisait. Oui. Merci de vous lancer. Bonjour, Marie Gourdet, donc je suis travailleure sociale et je travaille auprès de femmes en précarité ayant connu des violences conjugales qui en sont toutes sorties entre guillemets. Et une question qui revient fréquemment, c'est comment en fait protéger ces victimes-là quand monsieur sort de prison ou quand monsieur n'est pas en prison mais qu'elles continuent à avoir des menaces. Voilà, parce qu'elles ont peur en fait de le croiser, elles ont peur pour elles, pour leurs enfants. C'est dur de parler en public. Donc je voulais savoir ce qui existait et comment faire pour que ces femmes soient protégées et ne vivent plus dans la peur permanente. Merci beaucoup pour votre question. Qui veut répondre ? Alors effectivement, on en a parlé très brièvement, mais aujourd'hui, notamment lorsqu'il y a une enquête ou il y a un contrôle judiciaire ou un sortant de prison, il peut mettre en place des outils de protection. Alors moi, je veux juste parler du TGD parce que c'est l'association qui porte ce dispositif. Donc c'est le téléphone grave danger qui permet justement d'assurer cette protection pour des hommes qui ne respecteraient pas leur contrôle judiciaire, par exemple. Et puis, je crois que dans la salle, il y a France Victime. Il y a aussi le dispositif BAR
qui est aussi un autre outil de protection pour les femmes victimes de violences conjugales. Parce qu'effectivement, un agresseur n'est pas emprisonné à vie. À un moment, il sort et c'est important effectivement d'assurer des mesures de protection à ces sorties de détention. Alors, donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour obtenir et mettre en place ce type de dispositif? Alors le téléphone grave danger, tout professionnel peut signaler une situation relevant d'un dispositif grave danger. C'est en ligne, hein, vous avez un document où vous pouvez remplir ce signalement. C'est envoyé au procureur de la République et ensuite le procureur de la République nous réquisitionne pour pouvoir faire une évaluation dans un délai très très court et renvoyer un rapport. Quand la personne a ce dispositif-là, donc de téléphone grave danger, donc elle a certes ce téléphone, mais parallèlement, elle a un accompagnement avec l'association pour une durée de 6 mois à 1 an. Et là, on est vraiment sur des accompagnements de proximité. On va vraiment, c'est des femmes qu'on ne toucherait pas. Hein. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir un lien de proximité avec la justice. Et donc tout le temps de l'accompagnement, on va notamment lorsqu'il y a un passage en correctionnel, on les accompagne en correctionnel. Voilà, c'est vraiment tout ce travail-là qui permet, grâce à ce dispositif-là, d'accompagner ce public. Il y en a combien en Loire-Atlantique des TGD ? Alors 50 sur le tribunal de Nantes et 25 sur Saint-Nazaire. Et Saint-Nazaire, c'est France Victime qui porte le dispositif. Juste dire un mot sur le dispositif téléphone grave danger. Moi, je le trouve vraiment intéressant parce que ce qu'on se disait sur la possibilité de décider à sa place après et de mettre en lien l'agresseur et la victime. En fait, le TGD, c'est elle qui actionne. C'est elle qui décide. Elle peut l'éteindre. C'est dans sa main. Alors que le dispositif du BAR, du bracelet anti-rapprochement, il se met à sonner si il se rapproche du lieu qui a été décidé pour sonner. Et donc, c'est 2 dispositifs très différents. Pour certains auteurs très dangereux, c'est plutôt bien qu'il y ait que ça puisse se mettre à sonner, mais ça veut dire qu'elle est en lien. C'est-à-dire qu'elle est en permanence en lien avec un boîtier et lui, il a un boîtier. Alors que le TGD, c'est elle qui a un portable, il n'est pas au courant et elle le déclenche si elle en a besoin. Et en fait, pour l'avoir vu fonctionner sur d'autres territoires, ils disaient c'est comme si j'avais un policier à côté de moi en permanence. Et c'est vraiment rassurant. Voilà. Parfois, c'est juste de l'avoir. Mais ce que je veux dire, ce qui est bien, c'est que ça ne se déclenche pas tout seul. En fait, c'est elle. Merci beaucoup pour cet apport. Mélanie, vous vouliez rebondir ? Non, pas particulièrement sur cette question-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, madame. Et puis après, on prendra une dernière question et on enchaînera. Bonjour, Martine Lejeune, présidente du CDFF de Loire-Atlantique. Merci pour cette matinée extrêmement intéressante. Bien sûr, tous ces outils pour défendre et permettre aux femmes de se défendre sont extrêmement importants. Mais je trouve que c'est, excusez-moi du terme, dérisoire finalement par rapport aux chiffres qu'on a vus qui sont extrêmement inquiétants. Donc en fait, ma question et mon intervention porte plus finalement sur l'aspect de la prévention, l'éducation et peut-être aussi les moyens finalement donnés aux associations, nombreuses et autres secteurs pour être en proximité et être plutôt permettre aux femmes d'acquérir leur autonomie financière, peut-être en premier, puisque peut-être que c'est ce qu'on peut faire. Donc c'est plutôt ce qui m'inquiète, et c'est plutôt une réflexion, c'est finalement, il y a une disproportion finalement entre ces moyens extrêmement importants, il n'y a pas de doute, mais en fait l'ampleur du travail qui est à réaliser. Oui, moi je souscris à cette analyse, effectivement. Nous avons un travail en cours avec l'État, là, qui est notre principal financeur, qui a fait un audit, un diagnostic, et qui relève qu'à l'association, nous avons un système d'ingénierie financière qui est extrêmement important, puisque pour pouvoir couvrir tout le champ de notre activité, on doit s'adresser à pas moins de 15 financeurs dans l'année. Donc vous vous imaginez bien l'ingénierie financière derrière, 15 financeurs, 15 demandes, 15 bilans, etc. Donc c'est très très compliqué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est très en deçà en termes de moyens relativement aux besoins. Nous avons réouvert l'écoute toute la journée du lundi au vendredi, sauf le mardi.
Et on s'aperçoit qu'on a explosé les chiffres au mois de septembre, on continue en octobre, et le mois de novembre qui vient de se passer nous déborde complètement. C'est-à-dire que là, on est vraiment en sur-régime depuis 4 mois. Et je ne sais pas à quel moment ça s'arrête, et je ne pense pas que ça puisse s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau une revisibilité, quelque chose qui se passe, et qui nous inquiète beaucoup parce qu'on n'a pas les moyens de répondre à toutes les demandes. Et quand on ne répond pas à toutes les demandes, eh ben, on encourt de mettre en danger les femmes, et donc de faire en sorte que des hommes les exécutent. C'est ça, en fait, la réalité. Est-ce que je peux juste rajouter quelque Absolument. chose par rapport à cette question de l'éducation et de la prévention? Les violences au sein du couple, elles ne viennent pas de nulle part, et elles s'appuient aussi sur des représentations qui sont des représentations systémiques de domination et de rapports de domination d'un genre sur un autre. On ne peut pas ne pas prendre en compte cette composante-là. Et Linda Trommele le disait bien tout à l'heure aussi, les violences, elles vont être favorisées par un certain nombre de cognitions dysfonctionnelles, de représentation de ce qu'est être un homme, de ce qu'est être une femme, de ce qui est le rapport à l'autre, de représentation dysfonctionnelle par rapport à la violence. Bon, finalement, insulter quelqu'un, c'est pas de la violence. Une petite gifle, c'est pas de la violence. Et toutes ces représentations-là vont favoriser les passages à l'acte de violence, et pour les victimes, de la même façon, à minimiser les conséquences et ce qui est de la violence, et là aussi les rapports de genre. Donc toute cette éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, c'est essentiel pour modifier ces cognitions. Ça ne résoudra pas tout, mais c'est quand même une dimension qui est extrêmement importante dans la prévention des violences au sein du couple. Juste pour continuer cette réflexion-là, on a assisté la semaine dernière à une après-midi avec le Conseil régional, l'URSF et des associations d'étudiants, des bureaux d'étudiants, sur une partie de la restitution du baromètre 2023. On se rend compte que des étudiants qui sont quand même en cycle supérieur d'études, donc on peut considérer qu'ils sont étayés, enfin il y a un étayage intellectuel un petit peu intéressant. On confond agression sexuelle et viol, on confond harcèlement et agression, on confond tout en fait. On n'est pas dans une situation où la jeunesse, et il y a un baromètre qui est sorti, plus national qui est sorti, on n'est pas dans une situation où la jeunesse, elle s'empare du sujet. Et ce que vous démontrez toutes, je crois, ce matin, au fur et à mesure de vos interventions, c'est que tout ça, c'est une expertise, ce sont des compétences. Donc c'est un champ d'expertise qu'il faut absolument déployer, mais voilà, qui doit se considérer comme tel aussi. Il y a une dernière question. Bonjour, moi j'avais une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai plutôt travaillé en Île-de-France et ça fait pas très longtemps, donc je ne connais pas encore tout le réseau, ou en tout cas tout le maillage ici dans les Pays de la Loire et plus précisément sur la Loire-Atlantique. Ma question c'était de la prise en charge des personnes, parce qu'on a beaucoup parlé de cette pression qui peut être économique, etc., pour empêcher effectivement la femme de partir, mais on n'a pas parlé du chantage au papier. Et donc, quelle prise en charge donc, du coup, pour ces femmes qui sont migrantes, qu'elles soient de toute façon sans papier ou avec papier, avec le conditionnement d'aller en préfecture pour renouveler donc, du coup, un titre de séjour. Est-ce que effectivement les commissariats, etc., sont sensibilisés sur cette question? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas porter plainte justement parce qu'elles redoutent le fait d'avoir une OQTF. Donc voilà, c'était cette question-là, parce qu'on a beaucoup parlé de e-money, etc., mais il y a aussi cette réalité-là qui existe. Merci beaucoup. Alors effectivement, votre question est très pertinente parce qu'on s'aperçoit nous aussi que dans notre centre d'hébergement, depuis quelques mois, un an, 1 à 2 ans, on a quand même un public qui change, et notamment on a quand même beaucoup de femmes qui se retrouvent en situation de sans-papiers dans notre hébergement. Donc nous, on a 3 collègues qui sont spécialisés sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'elles vont monter des dossiers en préfecture pour permettre aux femmes victimes de violences conjugales d'avoir un renouvellement de leur titre de séjour. Après, c'est au pouvoir discrétionnaire du préfet. Donc, effectivement, on ne sait jamais, lorsqu'on monte un dossier en préfecture, s'il y aura une réponse favorable ou pas. Mais en tout cas, on a effectivement 3 collègues qui se sont spécialisés sur ces questions-là, qui assurent des permanences pour les femmes étrangères, parce que c'est une vraie préoccupation. Et on peut dire que voilà, ce public-là subit des doubles violences.
les violences conjugales, effectivement, le risque aussi de se retrouver en situation extrêmement précaire. Alors, sans compter le parcours migratoire qui a été jalonné de violences diverses et variées. On a la préoccupation de pouvoir s'adapter au public qu'on accueille, puisqu'on ne détermine pas complètement qui nous hébergeons. C'est en fonction de la situation qu'on va le déterminer. Donc on est en train de travailler sur toutes les approches multiculturelles, multiculturelles, pour pouvoir essayer de mieux faire comprendre aux femmes l'emprise, le cycle des violences, etc. Et on a aussi la préoccupation de pouvoir mieux communiquer avec elles. Donc nous avons passé un marché avec une plateforme nationale pour avoir accès à des interprètes, puisqu'on a parfois des femmes qui arrivent et qui ne parlent pas un mot de français. Donc là, on a un volant d'interprètes important à disposition, mais qui nécessite de mobiliser un budget financier extrêmement élevé, de plus en plus élevé, et pour lesquels on n'a pas un entier soutien, on va dire, financier. Voilà. Anne Martinet, vous vouliez ajouter Juste dire que dans le cadre de l'ordonnance de protection, ça donne une carte vie familiale et vie privée pour 1 an, et ça donne des droits en fait, c'est-à-dire que d'être femme victime étrangère de violence, avec l'ordonnance de protection, ça donne des droits. Donc tout ce que dit l'agresseur, qui est personne va te croire, on va te ramener au pays, en fait, avec l'ordonnance de protection, en fait, c'est quelque chose qui était très important quand c'est passé dans la loi en 2010, c'est protecteur, et je pensais à autre chose, mais ça m'est sorti. Juste rajouter par rapport à ce que vous disiez par rapport aux forces de l'ordre, parce que là on est confronté au problème où une femme qui ne parle absolument pas un mot de français, qui veut aller déposer plainte, on n'a pas de soutien de la police. On a notamment demandé si on pouvait utiliser ISM, ce qui est nous notre interlocuteur pour traducteur, mais alors c'est refusé. Parce que c'est une écoute téléphonique et donc c'est pas possible. Donc effectivement, on se heurte à un vrai problème pour les femmes qui veulent déposer plainte et qui ne parlent pas français. Dernière chose. Non, dernière chose, c'était qu'il y a la CIMAD sur la Loire-Atlantique. Alors, ils n'ont pas de truc dédié aux femmes victimes de violences. Ça existe en Ile-de-France, effectivement. Il y a des consultations spécialités de la CIMAD. Mais la CIMAD, au niveau national, de toute façon, peut aiguiller sur tous les dispositifs qui existent pour les femmes étrangères. C'est des spécialistes du droit étranger et ils sont en Loire-Atlantique. Et on se retrouve là à l'intersection. Ouais, je suis désolée, je vous redonne. Bon, voilà. Juste, oui. En termes de ressources, c'est la défense. De toute façon, j'ai perdu ce jeu. Sur ce sujet. Merci infiniment à toutes les quatre. Anne, évidemment, on se retrouve tout à l'heure. Merci pour vos questions aussi.